Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on est là pour parler d'un des événements de l'année côté série. Je parle bien sûr d'Obi-Wan Kenobi, le retour tant attendu de notre Jedi préféré, de nouveau incarné par Ewan McGregor. Alors comme tout le monde, on a seulement découvert les 2 premiers épisodes diffusés le 27 mai sur Disney+, donc on n'est pas là pour une critique exhaustive de la série. J'avais envie au contraire d'avoir un angle un peu plus précis sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce qu'au final, en fait je suis un peu mitigé par ce démarrage. D'un côté je trouve les épisodes assez mollassons, surtout au vu de son intro qui met quand même 1 heure pour que son personnage accepte le traditionnel appel à l'aventure campbellien, mais de l'autre, en fait j'ai quand même été touché par le retour de ce personnage que j'aime tant, et je ne pense pas que ce soit uniquement dû à la nostalgie. Je pense que c'est dû à son rapport aux acteurs, à la manière de les filmer et de donner une signification particulière à leur corps, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors bien évidemment, pour mettre carte sur table, vous pourriez m'accuser de malhonnêteté intellectuelle, parce qu'après tout, je ne suis qu'un homme faible et un Yankee fini de Disney. En tant que petit genou né en 97, j'ai été biberonné à la prélogie Star Wars, donc j'attendais forcément Obi-Wan avec pas mal d'impatience, et je pense d'ailleurs que je suis loin d'être le seul, même si la prélogie est encore détestée par une bonne frange du public. En réalité, c'est surtout que Lucasfilm a mis du temps à comprendre que le vent avait tourné, comme on a pu le constater avec la stratégie entamée avec le réveil de la Force, qui a consisté à globalement recycler l'héritage et le souvenir de la trilogie originale. Il fallait faire comme si la trilogie n'existait pas ou peu, alors que l'expansion massive du lore de Star Wars lui doit quand même beaucoup. Du coup, Obi-Wan semble enfin remettre les pendules à l'heure, et ça fait plutôt plaisir, d'autant que son premier épisode, plutôt calme, mélancolique, voire même dépressif, repose sur une assez belle idée, nous faire comprendre qu'on n'est pas vraiment là pour revoir Obi-Wan en soi, mais pour Ewan McGregor. Alors oui, on pourrait continuer de pester contre le fait que Lucasfilm passe son temps à se reposer sur les mêmes personnages et les mêmes pans de mythologie, mais il y a dans Obi-Wan Kenobi l'investissement d'un hors-champ qui est bien plus intéressant que sur un film comme Solo par exemple, parce que justement là où Solo était un peu obligé de donner un nouveau visage au capitaine du Faucon Millenium, nous obligeant à accepter cette nouvelle enveloppe corporelle, eh bien Obi-Wan a la possibilité touchante de permettre à l'acteur qui l'a incarné dans la prélogie de prolonger l'expérience et d'écrire un nouveau chapitre de son histoire. Et attention, je ne dis pas que Disney s'est soudainement mis à se la jouer Richard Linklater, mais pour le moment, la vraie réussite de la série, elle est dans cet objectif simple. Ce n'est pas le spectacle qui régit son dispositif, mais bien son regard attendri sur le visage d'Ewan McGregor, marqué par des rides subtiles à chaque gros plan. Et c'est pas rien, parce que ça fait déjà qu'Obi-Wan se veut, pour le moment du moins, à contre-courant de la problématique actuelle de ce qu'on appelle le Legacy Qual. Qu'on parle du Réveil de la Force, de Ghostbusters Afterlife ou de Jurassic World, les retours vers nos franchises favorites passent leur temps à nous faire croire que rien n'a changé. Nos mythes préférés portent les mêmes fringues qu'il y a 40 ans et sortent les mêmes répliques en se complaisant dans cette stagnation, comme s'ils étaient coincés dans un formol nostalgique des plus rances qui incite au passage les fans à ne jamais grandir. Alors bien sûr, Obi-Wan est épaulé par le fait qu'on sait ce qui précède et suit le parcours du personnage, mais il n'empêche que la série fait le pari de prendre l'une des icônes préférées de l'univers de Star Wars, de lui rendre le corps que les fans espéraient revoir porter le rôle, pour au final complètement le déconstruire. Alors déjà, j'aime plutôt bien le quotidien lénifiant que le montage du premier épisode construit au personnage, mais tout est fait pour ne pas l'iconiser. Ses fringues ont un look de cosplay mal fini, sa coiffure est immonde et il y a même un Jawa qui lui dit qu'il pue, ce qui est quand même un comble, et surtout son désespoir l'a amené en 10 ans à perdre sa maîtrise de la force. Du coup, on peut deviner que la série Obi-Wan Kenobi ne repose que sur une réiconisation progressive du personnage pour mieux amener l'interprétation de McGregor à faire le pont avec celle d'Alec Guinness dans Un Nouvel Espoir. Ce modèle de déconstruction a déjà été exploré avec Luke dans Les Derniers Jedi, mais j'y vois ici quelque chose de beaucoup plus beau, parce que ce n'est pas qu'au service de la narration globale d'une post-logie qui devait faire avancer ses propres personnages. Pour le dire concrètement, la réalisation de Deborah Chow, déjà à la barre de plusieurs épisodes de The Mandalorian, est solide, mais bon, sans plus, surtout dans les rares moments d'action qui sont franchement assez mal montés. Mais je peux pas lui enlever le fait qu'elle sait prendre son temps. On la voit reprendre le sens de la composition très figée de George Lucas, un très Kurosawa dans l'esprit, mais en dynamisant l'ensemble de quelques travelling avant ou arrière. Et du coup, Obi-Wan est toujours plus isolé dans sa solitude, tandis que la caméra s'approche de son visage pour capter la moindre de ses micro-expressions. Et c'est encore plus passionnant à partir de l'épisode 2, où le héros retrouve un peu de son caractère ironique, qui passe parfois dans un simple lever de sourcil, honnêtement assez jouissif. En bref, le geste de la série pourrait être résumé de la sorte. On voit Ewan McGregor retrouver petit à petit ce qui faisait le sel d'Obi-Wan dans la prélogie, pour mieux s'imposer comme l'incarnation définitive du personnage. Et il en va de même pour l'autre appel d'offres de la série, à savoir la présence d'Hayden Christensen de retour dans la peau d'Anakin Skywalker. A priori, on devrait surtout voir l'acteur sous le costume de Dark Vador, mais de savoir que c'est lui qui est en dessous donne à ce corps une autre valeur, une autre aura en quelque sorte.
Et en fait, il est là le sujet de la série Obi-Wan. L'aura retrouvée de ses personnages via ses comédiens qui reviennent au centre de l'équation. C'est d'autant plus beau que la franchise Star Wars repose depuis toujours sur un combat permanent du corps pour ne pas être effacé par la technologie. Si McGregor devait composer avec les fonds bleus de George Lucas sur la prélogie, il doit maintenant trouver sa place avec le Stagecraft, cette technologie de studio recouverte d'écran LED et qui projette des décors en images de synthèse. L'outil a été brillamment introduit avec The Mandalorian, mais a déjà commencé à se systématiser de manière assez triste. Et d'ailleurs, les épisodes d'Obi-Wan m'ont permis de mieux comprendre pourquoi j'avais autant détesté le livre de Boba Fett. Parce qu'en fait, le Stagecraft n'était utilisé que comme un coffre à jouets renfermé sur lui-même, dans lequel se retrouvaient coincés des corps qui n'étaient pensés qu'en tant que figurines cool qui prennent la pose, et non en tant que personnages. Là, dans Obi-Wan, on sent une réelle résistance de l'organique, c'est la même qui définit le 7e art, selon d'ailleurs ce qu'a pu dire le grand théoricien Giacomo, qui disait justement que le cinéma est avec la figure humaine, ou bien il n'est pas. Enfin, faut dire ça à James Cameron quand même. Et comme j'ai un peu envie de prolonger cette section intello de la vidéo, eh bien laissez-moi vous parler de la défaite des mythes, qui est un terme employé par l'autrice Jacqueline Nakache. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien de la difficulté des acteurs à imposer une interprétation d'un mythe populaire comme Tarzan ou le roi Arthur par exemple, parce que ces personnages sont tellement inscrits dans l'inconscient collectif qu'ils ont besoin de rester éternels et donc réinterprétables par d'autres acteurs. En gros, un acteur ne pourrait pas devenir le corps définitif d'un tel personnage, ou alors il doit le ramener à sa vieillesse, à sa mortalité supposée. Ce que dit Nakache en substance, et je la cite, c'est que la défaite d'un mythe ne peut coïncider avec la victoire d'un acteur. On ne construit pas d'aura sur le meurtre symbolique d'une grande figure de l'imaginaire. Alors certes, Obi-Wan n'est peut-être pas comparable à un personnage comme Tarzan, mais il est quand même devenu une figure primordiale de la pop culture qui a connu plusieurs incarnations à travers le temps. Et ce qui est beau dans la série de Deborah Chow, c'est qu'elle détourne justement la défaite des mythes, en nous faisant comprendre qu'il est impossible d'imaginer quelqu'un d'autre qu'Ewan McGregor dans la peau d'Obi-Wan, quitte à ancrer le personnage dans quelque chose de moins permanent et finalement de plus évanescent. Si les icônes tendent à devenir des reliques, Obi-Wan cherche au contraire à capter une empreinte, la trace d'un instant T que seul le cinéma peut capter. Et justement, quand on parle de l'essence du cinéma et de sa capacité à enregistrer un moment précis dans le temps, il y a quelque chose de l'ordre de la pulsion de mort, ou du moins de l'embaumement d'un corps, d'un geste, d'une image. Au travers de la série Obi-Wan, est-ce que le visage d'Ewan McGregor n'est pas en train de devenir le masque funéraire du personnage? En tout cas, ce serait une bien belle façon de confronter le héros à sa némésis Dark Vador, vu que son casque légendaire, qui est en soi une autre forme de masque funéraire, a depuis toujours défini la saga. En tout cas, on a hâte d'en savoir plus sur les prochains épisodes d'Obi-Wan Kenobi, et si c'est votre cas aussi, je vous invite à aller sur le site d'Écran Large parce que chaque semaine, j'écrirai un article sur le nouvel épisode. Mais avant de vous quitter, je suis là également pour vous rappeler qu'Écran Large propose un abonnement premium sur le site contre une petite poignée d'euros, et nous, on est moins dépendant de la publicité, et vous, ça vous donne un accès exclusif toutes les semaines à 4 articles premium qu'on dédie à des films qu'on surkiffe ou sur lesquels on a envie de porter une nouvelle analyse. Là, par exemple, on a parlé très récemment de Collision, de Lorenzo de George Miller, ou encore des Moissons du ciel de Terrence Malick, donc c'est des films très différents et vous y retrouverez forcément votre bonheur. Moi sur ce, je vous laisse et je vous dis que la force soit avec vous.